Alors, on va commencer si vous le souhaitez. Les personnes un petit peu en retard, du coup, nous rejoindront en cours de route. Tout d'abord, merci à vous d'être présents, présentes aujourd'hui. Donc, on en est à notre cinquième webinaire. Donc, je rappelle, hein, pour le début, donc en septembre, on a commencé donc par tout ce qui était notion de génétique. Ensuite, nous avons abordé tout ce qui était mode de prélèvement, envoi d'un prélèvement. L'analyse ensuite d'un résultat, comprendre un résultat et pouvoir ensuite le retransmettre au propriétaire de l'animal. Et puis, nous avons la semaine dernière abordé les 10 races les 10 races préférées des Français et du coup les maladies génétiques concernant ces 10 races. Donc sur les maladies génétiques évidemment les plus courantes et les plus importantes. Donc aujourd'hui, nous allons aborder donc un thème que les vétérinaires connaissent plutôt très bien, qui est la sensibilité médicamenteuse, donc prévenir un risque d'intoxication grâce à un test que nous proposons qui est le test MDR1. Donc, comme je vous le disais, c'est un test qui est plutôt très bien connu des vétérinaires et qui, en tout cas chez nous, en Tagène, est le plus demandé par les vétérinaires. Donc, qu'est-ce que c'est que la sensibilité médicamenteuse? Donc, elle concerne déjà un gène qui est appelé le gène ABCB1. Ce gène donc, va coder pour une protéine qui s'appelle la protéine glycoprotéine P. Cette protéine est importante parce que c'est à elle seule, enfin pas elle seule, mais c'est elle en tout cas qui va permettre le transport dans l'organisme de certaines molécules et en particulier de molécules de médicaments. Et en fait, on se rend compte que lorsque cette protéine ne fonctionne pas ou du moins fonctionne de façon anormale, elle ne va plus assurer son rôle et du coup, lorsqu'elle n'assure plus son rôle, on va avoir apparaître donc des premiers signes d'intoxication. Donc voilà en gros ce que c'est que la sensibilité médicamenteuse. Donc c'est une protéine qui fonctionne mal dans l'organisme, qui n'assure plus le transport normal des molécules, en particulier de médicaments, et lorsqu'elle ne fonctionne pas, donc va provoquer donc des signes de toxicité. Donc MDR1 vient du terme multidrug resistance. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai trouvé un petit schéma qui, je trouve, à lui seul résume assez bien ce que je viens de dire. Donc, on voit bien donc, sur le schéma, sur la partie gauche, que l'on dit normal, on voit bien donc les vaisseaux sanguins vont transporter des petites molécules qui vont rentrer dans l'organisme, ici dans une cellule. Et on voit bien donc, que ces molécules vont rentrer dans la cellule et vont pouvoir ensuite en ressortir normalement. Et ensuite, le corps va éliminer ce qui est de façon normale, tout ce qui est toxique. Donc, on dit qu'il y a un pompage normal du médicament. Sur la copie, donc sur le schéma de droite, ici, on va avoir un schéma où le chien est avec deux copies mutées, donc homozygote muté. Et là, en fait, on voit bien qu'il y a bien les molécules qui entrent à l'intérieur de la cellule et qu'il y a au niveau de la membrane cellulaire quelque chose donc, qui vient bloquer le transport de ces cellules et donc le transport de ces molécules et qui vont venir finalement rester à l'intérieur de la cellule et ne vont pas pouvoir s'évacuer. Et c'est là donc que va arriver une forme de toxicité et donc des syndromes neurodépresseurs dont on parlera tout à l'heure. Donc là, on est dans le cas d'un chien, sur le schéma de droite, donc dans un chien qui serait homozygote muté. Sur un cas d'un chien hétérozygote, on aurait à peu près la même chose, mais on aurait une partie des molécules qui quand même arriveraient à s'échapper de la membrane cellulaire. Certaines resteraient bloquées parce qu'elles sont peut-être plus grosses ou autres, mais certaines molécules pourraient quand même sortir de la membrane et auquel cas, c'est ce qu'on verra plus tard, les signes seront moins importants chez un chien hétérozygote. Donc voilà, je trouvais ce petit schéma plutôt bien fait et assez facile à comprendre et je trouve qu'il résume bien la problématique de la sensibilité médicamenteuse. Donc, au niveau génétique, voilà ce qui va se passer. Donc, on a comme d'habitude nos trois statuts génétiques, homozygote normal. Dans ce cas-là, on voit bien que la protéine est 100% active et que donc, il n'y a aucun risque d'intoxication pour l'animal. Donc, c'est une bonne chose puisque l'animal qui est homozygote normal pourra utiliser les médicaments qui représentent un risque sans souci.
Le chien qui est hétérozygote, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc lui, il a une copie normale et une copie mutée du gène. Et donc, dans ces cas-là, la protéine ne fonctionne qu'à 50%. Pour ces chiens-là, on a bien un risque de toxicité, mais on dit que c'est un risque modéré. C'est ce que je vous disais avant. Certaines molécules peuvent quand même s'échapper de la cellule et auquel cas, le risque semble plus modéré. Et enfin, le troisième statut génétique, donc qui est homozygote muté, deux copies défectueuses du gène. Et dans ces cas-là, donc, la protéine ne fonctionne pas du tout. Et là, on a un vrai risque élevé pour le chien de sensibilité médicamenteuse. Maintenant, vu que, comme je vous disais, donc on parle, c'est une maladie qu'on dit codominante, mais n'empêche qu'il faut la considérer comme une maladie dominante, puisque le chien hétérozygote va avoir quand même des symptômes de toxicité. Donc dans ces cas-là, nous ce qu'on dit, c'est vu qu'on ne sait pas exactement à quel comment vous dire, à quel degré le chien va avoir les premiers symptômes, on dit que de toute façon, il faut prendre les mêmes précautions pour un chien hétérozygote qu'un chien homozygote muté. On y reviendra, mais c'est déjà important que vous le sachiez. On ne fait pas, on peut difficilement faire différence entre un chien hétérozygote et un chien homozygote muté sur les prescriptions qui peuvent être faites par le vétérinaire. Alors, pour vous rappeler les différentes races, donc c'est une maladie qui est bien connue chez les collets. Elle est d'ailleurs souvent étudiée par les vétérinaires à l'école veto, puisque effectivement c'est chez le collet où la fréquence est la plus élevée, puisqu'on estime que 82% des collets vont avoir la mutation, donc seront au moins porteurs de la mutation. Donc ce chiffre de 82% englobe bien les chiens qui sont hétérozygotes et les chiens homozygotes mutés. Donc ce sont les chiens porteurs de la mutation. Donc le collet, ensuite vient le berger australien qui fait partie justement du top 10 des races préférées des Français. Donc 56% pardon, des bergers australiens sont concernés par la mutation. Le Shetland, 52%. Bouvier australien, pareil, 52%. Bon, c'est une race plus anecdotique, mais quand même, sachez que si vous en croisez, ils font partie des races à risque. Le berger blanc suisse, 26%. Et le bobtail, qui est lui également un chien de berger et qui est à 8%. Donc voilà, ça c'est, j'allais dire, c'est les fréquences connues à ce jour. Maintenant, on est bien d'accord que toute race alors généralement, on va dire que tout ce qui est chien de berger est sensible, potentiellement sensible, et que surtout, tout chien issu de croisement de ces races va être également considéré comme sensible à certaines molécules. Donc voilà, bien prendre ces précautions quand vous avez des chiens donc, issus de croisement. Si ce sont des chiens qui vous semblent des chiens croisés avec l'une de ces races, avoir quand même aussi ce déclic, parce qu'effectivement en clinique, vous ne voyez pas que des chiens de race, vous voyez un peu de tout, et du coup, vous verrez que voilà, il y a certains médicaments qui sont très courants avec des molécules dangereuses pour les chiens, et que du coup, il faut vraiment penser, quand vous avez des chiens issus de ces croisements, penser à prévenir le propriétaire sur ce risque d'intoxication. Donc finalement, quelles sont les molécules à risque? Donc comme je vous le disais, ce sont des molécules qui sont fréquemment utilisées par les vétérinaires au cours de leur consultation. Donc par exemple, parmi les plus connus, donc vous avez tous les antiparasitaires, la famille des avermectines, pardon, avec l'ivermectine, voilà, qui est quand même assez connue. Ensuite, vous allez avoir également tout ce qui est la famille des milbémicines, qui sont également très souvent utilisées pour le traitement des gales, des vers digestifs. Donc tout ça, ce sont des médicaments avec des molécules à risque et qui sont fréquemment utilisés par les vétérinaires. Ensuite, voilà, ça, ce sont j'allais dire, les molécules que généralement les vétérinaires connaissent très bien. Maintenant, ils le savent, donc de plus en plus de vétérinaires proposent le test MDR1, mais voilà, il y a encore beaucoup d'autres molécules, et c'est pour ça que j'ai voulu les noter ici. Vous avez également tout ce qui est agents antitumoraux, donc pour les cancers. On sait que certaines molécules sont à risque, donc il faut le savoir. Il y a également tout ce qui est médicaments qui agit pour le cœur, et enfin des antidiarrhéiques, des tranquillisants, etc.
Donc voilà un petit peu pour la famille des molécules à risque. La plus connue, j'avais envie de vous dire, c'est l'ivermectine, qui est couramment utilisée pour vermifuger les chiens, etc. Euh, donc on va le voir après. Donc parmi ces familles, vous allez avoir des molécules qui sont plus ou moins dangereuses. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous allez avoir des molécules qui sont à proscrire complètement et d'autres qu'on pourra utiliser avec précaution. Donc, dans les molécules à proscrire, ce sont finalement des molécules que les vétérinaires connaissent bien. Les laboratoires donc, qui proposent des médicaments avec ces molécules donc informent quand même les vétérinaires. De toute façon, c'est également écrit dans les posologies de médicaments. Donc, quand même, voilà, il y a quand même des informations qui sont faites et sur lesquelles on communique pour avertir donc, les vétérinaires. Donc ivermectine, l'hémodepsie, donc avec le Profender, le lopéramine, donc les médicaments Lopéra, l'Imodium, qui sont des médicaments très connus, mocidectine, etc. Donc ça, c'est vraiment, quand on dit à proscrire, c'est-à-dire que ce soit un chien hétérozygote ou homozygote muté, on évite absolument de proposer ce type de médicament. Voilà. Sur un chien homozygote normal, on est là bien d'accord qu'il n'y a aucun risque pour l'animal avec ces molécules-là. Ensuite, il va y avoir toute une série, et malheureusement, la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y en a un certain nombre, toute une série de molécules avec lesquelles on va pouvoir, en fonction de la race, de l'animal, prendre certaines précautions, avoir une surveillance plus accrue. Donc, je vous les ai répertoriées ici dans un tableau. Je ne les connais pas toutes, hein, je vous rassure. Les vétérinaires ne les connaissent certainement pas toutes par cœur non plus. Mais voilà, donc après, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certaines molécules en gastroentérologie, en cardio, en immuno, cancéro, etc. Donc comme la morphine, vous voyez, qui sont donc des molécules à utiliser avec précaution. Comme je vous le disais en début de session, on considère voilà, qu'on ne fera pas de différence entre un chien hétérozygote et homozygote muté quand on ne sait pas, entre guillemets, la dose possible à administrer à un chien sensible. Par contre, il existe quand même des études qui sont faites et entre autres, juste en dessous, je vous ai simplement noté un lien puisqu'on a une étude du docteur Christophe Hunier, donc, qui est le spécialiste de la sensibilité médicamenteuse, qui lui donne des indications très précises sur justement toutes les molécules concernées et puis sur des doses qui peuvent être administrées aux chiens hétérozygotes ou homozygotes mutés et la surveillance à avoir. Donc voilà, si les vétérinaires souhaitent avoir une information plus approfondie par rapport à toutes ces molécules, je vous invite vivement à regarder sur notre site donc, cette étude. Elle est disponible donc, dans la rubrique santé de notre site internet. Donc, je vous rappelle, le site, c'est www.antagène.com. Vous allez dans la rubrique santé et ensuite, vous allez trouver les fiches vétérinaires. Vous cliquez dessus et ensuite, vous trouvez donc sensibilité médicamenteuse. Et vous verrez, donc, nous avons le lien sur l'étude du docteur Christophe Hunier. Donc, je sais qu'il en a mis une à jour récemment. Je pense qu'elles sont disponibles sur Internet. Voilà, je pense qu'elles sont facilement trouvables. Donc voilà un petit peu pour la classification de ces molécules et on est bien d'accord que sur les AMM, il n'est pas indiqué de façon claire et précise que le médicament peut être administré ou non à un chien. Donc il faut quand même voilà, il faut quand même le savoir et prendre ses précautions quand on est face à une race à risque. Donc, au niveau des signes cliniques, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, après l'administration d'une des molécules qu'on a vues précédemment, on va avoir, en fonction de la dose, un syndrome neurodépresseur avec des signes cliniques assez marqués. Généralement, les symptômes arrivent rapidement, hein, c'est pas au bout de 48 heures. Alors là, hein, comme je vous disais aussi tout à l'heure, les syndromes vont varier en fonction de la race de l'animal, de l'âge de l'animal, de la dose qui lui a été administrée. Donc voilà, tout ça, c'est rien de précis. En tout cas, on ne peut pas avoir des signes cliniques précis en disant, ben voilà, à partir de 48 heures, 24 heures, non, on n'a pas ces informations-là. Mais en tout cas, on observe à chaque fois les mêmes syndromes neurodépresseurs. Donc ça va être une ataxie,
une forme de prostration de l'animal, un début de paralysie sur certains membres. Vous allez avoir également une hypersalivation, des pupilles dilatées et puis dans certains cas, donc vous allez avoir une perte totale de la vue. On est bien d'accord que ce n'est pas une perte totale due à une cataracte ou autre, mais qu'il n'y a pas de liaison des SLAM et que donc cette perte de vue est bien un syndrome neurodépresseur. On va avoir également tremblements, convulsions et dans certains cas, dans le pire des cas, on peut avoir donc jusqu'à la mort, le chien tombe dans un coma et avoir une mort de l'animal suite à l'administration d'une de ces molécules. Donc c'est vraiment une maladie, enfin une maladie, c'est vraiment si, une maladie qu'il faut connaître et ne pas passer à côté quand vous avez une race concernée. Ensuite, donc c'est ce que je vous disais, donc ça, ce sont les symptômes neurodépresseurs. Et ensuite, en fonction des médicaments et des molécules qui vont être administrées, on se rend compte aussi qu'il va y avoir des symptômes liés à l'origine du médicament. Donc, si vous allez être sur un médicament type l'opéramide, l'opéral, vous aurez plutôt des symptômes digestifs. Si c'est un médicament lié à une maladie de cœur, vous aurez plutôt des symptômes cardiaques. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant de le savoir parce que autant on sait qu'il y a des syndromes neurodépresseurs, mais voilà, il faut aussi penser à tous ces autres symptômes qu'on voit peut-être moins souvent, mais qui en tout cas peuvent être l'une des causes d'une intoxication liée à la sensibilité médicamenteuse. Donc, au final, quel est l'intérêt pour les vétérinaires donc, de préconiser un test MDR1? J'allais dire, je pense que le premier intérêt pour un vétérinaire, ça va être de pouvoir prescrire sans danger un médicament à un chien dont la race est dite sensible. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le dépistage préventif qui va non seulement assurer au vétérinaire une prescription sans risque et donc, entre guillemets, lui se prémunir de problèmes avec un propriétaire. Et puis, c'est évidemment aussi assurer à l'animal qui sera pris en charge un traitement sans risque. D'autant plus que justement, il existe des molécules qui ne représentent aucun danger, même pour ces chiens dits sensibles à la sensibilité médicamenteuse. Donc, il y a des traitements alternatifs qui existent. Alors, certains vétérinaires vont partir du principe, voilà, je suis face à une race à risque, donc par précaution, finalement, je ne fais pas le test et puis je propose finalement que des médicaments qui ne représentent aucun risque. C'est sûr, c'est une solution, ça peut être une solution. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que justement, dans cette démarche-là, le vétérinaire ne va pas jouer son rôle d'informateur auprès du client. Et je pense que ça, c'est une partie hyper importante, que effectivement, l'animal est une race à risque. Le dépistage préventif va permettre aux propriétaires et aux vétérinaires de connaître le statut génétique de l'animal. Et en fonction du résultat, il est important de communiquer auprès du propriétaire sur les risques que court son animal. C'est vrai qu'on pense souvent aux molécules comme ça qui peuvent être proposées donc, par le vétérinaire lors d'un traitement médicamenteux, mais ce qu'il faut aussi bien vous dire, c'est que voilà, les chiens, par exemple, je prends l'exemple d'un berger australien, je pense souvent celui-ci, puisque ce sont souvent des chiens qu'on va retrouver dans les clubs équestres, les choses, voilà, dans un environnement où il peut y avoir des chevaux. Et on sait malheureusement qu'un chien qui va ingérer un crottin de cheval qui a été récemment vermifugé avec de l'ivermectine peut potentiellement à son tour être intoxiqué par le crottin qu'il a ingéré. Voilà, parce qu'on va retrouver donc dans le crottin du cheval, on peut retrouver donc des molécules présentes d'ivermectine. Donc voilà, ça c'est toutes des petites choses finalement, de dire au propriétaire, bah voilà, votre chien représente un risque. Sachez que dans la nature, lorsqu'il est avec les chevaux, il peut être face à un risque ou tout simplement une seringue qui a été laissée après un vermifuge. Le chien mâchouille la seringue et il peut à son tour donc être intoxiqué. Donc voilà, ce sont, j'allais dire, des intoxications pardon, accidentelles, mais qui existent.
Et du coup, une fois que le propriétaire a été informé des risques, il est important également de lui indiquer la conduite à tenir en cas d'intoxication. Donc dans ces cas-là, dès les premiers symptômes, ne pas hésiter à venir immédiatement chez le vétérinaire, puisque c'est un vrai cas d'urgence et que la prise en charge immédiate de l'animal va permettre la survie ou non de l'animal. Donc voilà, donc bien dire aux propriétaires les risques et ensuite la conduite à tenir, de leur dire de venir immédiatement. Enfin, une autre chose qui peut être aussi intéressante après avoir fait un dépistage préventif, c'est de justement indiquer le statut génétique de l'animal dans le carnet de santé. Alors après, hein, à vous de voir comment vous l'indiquez, mais l'idée est de se dire, ben voilà, si c'est un animal qui voyage, qui peut être voilà, pendant les vacances ou autre, que le vétérinaire, donc qui prendra en charge l'animal si c'est pas son vétérinaire traitant habituel, qu'il ait lui-même cette information et qu'il ne perde pas de temps à faire un test ou à chercher un diagnostic possible, sachant que si c'est un chien hétérozygote ou homozygote muté, que les signes neurodépresseurs auxquels il pourrait faire face peuvent être liés à une sensibilité médicamenteuse. Donc voilà, j'allais dire, c'est les trois principaux intérêts d'un dépistage préventif. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose, en 10 ans, on se rend compte que voilà, il y a eu une vraie évolution de la part des vétérinaires sur ce test-là et que de plus en plus, les vétérinaires ont compris l'intérêt de ce test et proposent en prévention le test MDR1. Ensuite, donc évidemment, l'autre intérêt, c'est de confirmer un diagnostic, comme je vous disais. Voilà, vous avez un propriétaire donc, qui arrive avec un chien avec des symptômes neurodépresseurs. Si c'est une race à risque ou si c'est un chien issu d'un croisement avec l'une de ces races à risque, il faut avoir ce déclic et se dire tiens, je préconise ce test MDR1 et si l'intoxication est confirmée, que c'est bien une sensibilité médicamenteuse, la prise en charge pourrait être adaptée et rapide. Donc généralement, hein, je vous rappelle que sur un test MDR1, le résultat est très rapide, parfois en 3 à 5 jours. Donc déjà, le vétérinaire peut mettre en place les premiers traitements, mais la confirmation d'une intoxication sensibilité médicamenteuse pourra peut-être améliorer la prise en charge de l'animal par le vétérinaire. Et enfin, ce qu'on vous propose également, ce qui est toujours bon à faire, donc c'est de signaler le cas au dispositif pharmacovigilance parce que c'est comme ça justement que petit à petit, on recense un certain nombre de molécules dites à risque pour ces animaux. Donc, c'est important de le faire, c'est assez rapide, hein. Vous les appelez, vous leur dites, bah voilà, nous avons constaté aujourd'hui une intoxication sur un chien, vous rappelez bien la race, la molécule effectivement qui a été administrée à l'animal, et puis les symptômes observés derrière. Donc voilà, ça fait voilà, l'intérêt du diagnostic par le test MDR1. Et enfin, bien évidemment, on va avoir tout ce qui est conseil à la reproduction, comme à chaque fois avec les tests génétiques. Le conseil à la reproduction est hyper intéressant. Et donc, comme je vous le disais, ce qui prime dans ces cas-là, c'est d'informer le propriétaire sur entre guillemets, la possibilité de dépister leur chien avant une mise en reproduction. Donc, on ne parle pas uniquement d'éleveurs, hein, mais de tout propriétaire qui voudrait faire de la reproduction. Ensuite, un de vos rôles, c'est ensuite de pouvoir informer le propriétaire sur le type d'accouplement. Donc, comme je vous le disais, hein, sur certaines races, quand les fréquences sont trop élevées, il faut toujours se poser la question, ben voilà, la personne veut faire de la reproduction, quels sont les caractères morphologiques, comportementaux de l'animal? Est-ce que ça vaut le coup de conserver un chien hétérozygote à la reproduction, même si on sait que c'est un chien qui va par la suite quand même avoir des risques d'intoxication à des molécules? Voilà, donc toutes ces questions, vous devez vous les poser et puis du coup, apporter ce conseil au propriétaire de l'animal. Ne pas dire simplement, bah, voilà, votre chien est hétérozygote ou homozygote muté, on l'exclut complètement de la reproduction. Tout va dépendre de la fréquence de la maladie, tout va dépendre, comme je vous disais, des critères morphologiques et comportementaux. Donc tout ça dans le but évidemment de préserver la diversité génétique de la race. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment super important.
Un autre petit point donc que je souhaitais aborder avec vous, on fait souvent donc on communique énormément auprès des vétérinaires donc sur cette maladie parce que pour le coup, comme je vous le dis, depuis le début donc de ce topo, c'est une maladie où vraiment, le vétérinaire peut lui aussi se «prémunir» entre guillemets, d'un risque, heu, face à une prescription, voilà. Donc c'est vraiment le test MDRA, c'est vraiment un test qui va permettre aux vétérinaires de sécuriser ses prescriptions. Donc on propose, si vous le souhaitez, on a des petits flyers donc que vous pouvez vous remettre justement quand vous parlez, quand vous sensibilisez les propriétaires à cette maladie. On a voilà des petits flyers que vous pouvez leur remettre. Donc là, c'est un flyer qui est recto verso. Sur le recto, là, que vous voyez, donc on rappelle les races concernées. Et puis à l'arrière, en fait, on rappelle un petit peu ce que c'est que la maladie et les conséquences si le chien est hétérozygote, homozygote, muté. Donc ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose de pratique pour vous, en tout cas en tant qu'ASV, lorsque vous abordez la question de la sensibilité médicamenteuse. C'est une façon de dire, bah, voilà, je vous en parlais, je vous remets un document que vous pourrez relire tranquillement chez vous pour mieux comprendre ce que c'est que cette maladie et en quoi consiste le test. Et puis, laisser la personne revenir vers vous pour réaliser un test MDR1 si elle le souhaite, tout en lui disant voilà, qu'évidemment, c'est quand même dans l'intérêt de la santé de son animal. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la sensibilité médicamenteuse. Je ne suis pas forcément rentrée dans le détail de tout ce qui est molécules à risque, euh, parce que bon, enfin, on ne peut pas de toute façon toutes les retenir, ça c'est une chose. Elles sont quand même assez nombreuses. Celles qu'il faut vraiment retenir, j'allais dire, ce sont celles qui sont le plus souvent utilisées dans la médecine courante du vétérinaire, comme l'ivermectine, l'hémodepsie, le Profender évidemment, les antidiarrhéiques, etc. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, ces molécules-là. Euh, voilà, je dirais que ce sont celles qu'il faut vraiment avoir en tête. Pour les autres, il y a des études qui existent. Sur Internet, on les retrouve facilement. Donc voilà, donc j'allais dire, un vétérinaire voilà, peut facilement retrouver cette information sur Internet si besoin. Et je ne pense pas que vous, en tout cas, dans votre rôle d'ASV, ce soit ce qui prime. Je pense que pour vous, dans votre rôle d'ASV, c'est voilà, de bien conseiller le propriétaire sur les risques encourus donc, par son animal et sur l'intérêt de proposer ce test MDR1. Donc, on arrive donc à la fin de ce topo. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.